Bonjour à tous. Donc on a présenté effectivement une présentation d'environ 30 minutes. On va essayer de tenir les délais. On espère que Elsa va réussir à se connecter entre-temps. Sinon, on prendra la parole à sa place, malheureusement. On va voir. Euh, alors, donc hop, si je clique. Voilà, comme vous l'avez dit, on fait tous partie cursus. Donc on est ici en tant qu'étudiant du DPEA architecture 3e qui s'adresse à des diplômés de master en architecture, mais pas seulement. En l'occurrence, nous, on est 3 architectes diplômés d'État. Et c'est une spécialisation autour des enjeux environnementaux de l'architecture qui s'articule autour de 4 grands thèmes, donc, que sont l'énergie, la matière, le climat et le vivant. Donc, en parallèle de nombreux cours théoriques et pratiques, on a mené un travail de groupe qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, ça a fait l'objet de la production d'un cahier, d'un livret que vous pouvez consulter en ligne sur le site internet de l'école. Donc, il est ici sur la page web de l'école. On pourra peut-être vous remettre le lien dans la conversation en fin de visio. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous présenter un aperçu, mais n'hésitez pas ultérieurement à les consulter si vous voulez entrer un peu plus dans les détails de nos recherches. Donc, cette étude, elle a été commanditée donc, à l'origine par le GPEM, donc le laboratoire de génie des matériaux, qui était représenté par Erwan Amar, qui est présent aujourd'hui, avec cette problématique de voilà, comment l'architecture peut contribuer au développement de la construction terre crue, avec le territoire du massif armoricain, mais voilà, un sujet assez large avec l'intention de mettre l'architecture au cœur du sujet. Et puis, en parallèle, Erwan nous a fait part donc, du projet d'Ecomater, donc représenté par Solène et l'IAUR, avec cette question beaucoup plus précise de comment construire des logements collectifs en R+3 et en terre crue porteuse. Nous, sous le prisme de notre postmaster, on a aussi ajouté la thématique de la décarbonation et de la résilience de nos constructions, qui sont des sujets assez récurrents dans nos recherches. Donc tout ça, ça soulève de nombreuses questions. Je rappelle ici qu'on est dans le cadre d'un projet étudiant, donc forcément, il y a certaines limites en termes de réalisme technique, réglementaire, etc. Mais c'est aussi le très grand avantage de nous donner une liberté, d'être plus dans la prospective et dans l'expérimentation. Donc voilà pour les bases de nos bases de travail. On nous a demandé, par exemple, de thématiques économiques. Alors évidemment, c'est un sujet crucial. Évidemment, l'architecture peut être un vecteur d'économie. Ce n'est pas le seul, mais nous, malheureusement, on n'est pas économistes et puis on n'était pas entouré d'une équipe technique. Donc, on a plus abordé ça par le biais avec nos compétences et nos outils, par le biais des flux physiques, c'est-à-dire les mètres carrés, les quantités de matière, les kilogrammes de matière qu'on a mis en œuvre dans nos propositions. Puis on a commencé notre travail par faire un petit peu un état de l'art des différents sujets, donc à la fois le logement collectif, la terre crue. Quand on réfléchit à la question du logement collectif en France, on tombe rapidement sur de nombreux rapports qui nous alertent sur la qualité des logements, qui a plutôt tendance à s'appauvrir ces dernières décennies. Donc, ce n'est pas tout de construire des logements en terre crue, mais il s'agit aussi de veiller à faire des bons logements. Et puis, 2 mots sur l'état de l'art de la construction en terre crue. Donc, c'est l'objet de nombreux débats, avec des tendances plus ou moins artisanales, des tendances à plus ou moins industrialiser sa construction. C'est un sujet qui évolue vite. Nous, on a cherché à comprendre toutes ces problématiques sans nécessairement prendre parti.
Et en fait, puisqu'on a interrogé pas mal de personnes sur le sujet, on avait aussi le sentiment que toutes ces contraintes et toutes ces problématiques nous éloignaient un peu du cœur de notre sujet à l'origine, qui est l'architecture. Donc, voilà un petit peu le sujet auquel on souhaitait revenir. Donc, a priori, on n'est pas les seuls architectes aujourd'hui, mais peut-être pour les autres, c'est un métier dans lequel on se nourrit beaucoup de références, sans jugement de valeur, sans a priori. Donc, nous, on a regardé, là, on a quelques aperçus, mais il y a évidemment beaucoup plus de choses qu'on a été observées, et aussi bien des choses que contemporaines en France, en Europe ou encore dans d'autres continents. Tout ça dans le but de faire émerger des propositions qui soient le plus pertinentes possible. Et puis, une autre caractéristique de l'architecture, c'est qu'elle se concrétise à travers le dessin et le projet d'architecture. En fait, pour comprendre ce que c'est un projet d'architecture, la meilleure façon, c'est d'en faire un. Donc, puisqu'on est venu nous voir avec le programme et le site de l'îlot B11 de la ZAC Atalante à Cesson-Sévigné, on avait un prétexte pour faire des projets. Donc, nous, on a un petit peu fait abstraction de l'urbanisme de la ZAC, qu'on ne cautionne pas nécessairement, mais on avait cette fiche de l'eau qui a sûrement déjà évolué depuis le début de notre étude, et qui demandait 100 logements, dont 40% en terre. Donc, pour la praticité de l'exercice, nous, on a réduit la parcelle à sa portion sud pour y projeter seulement les 40 logements en terre, donc voilà, qui était vraiment notre sujet d'étude. Ça nous donnait un petit peu cette parcelle qui est presque très générique. Nous, on a un peu fait abstraction du contexte, de ce qui se passe autour. Voilà, c'était vraiment un prétexte pour dessiner une quarantaine de logements avec simplement des limites parcellaires, une orientation et voilà, en prenant en compte quand même le climat rennais. Une autre caractéristique de la fiche de l'eau, c'est qu'elle prévoit un parking souterrain assez conséquent. Nous, on a plutôt considéré l'option qui était aussi envisagée par les urbanismes d'avoir des parkings silos répartis dans le quartier. Bon, à la fois parce que ça nous aurait éloigné du sujet de passer du temps à dessiner des stationnements, mais aussi parce qu'on trouvait ça pas tellement cohérent de dessiner des logements écologiques au-dessus d'une dalle de béton armé. Donc voilà un exemple de liberté qu'on a pu prendre. Alors, notre objectif, c'était vraiment de comprendre les incidences de nos choix architecturaux. Et pour ça, on n'a pas fait un projet, mais 4. Voilà, dans le but de les comparer. Donc, on a volontairement un petit peu abstractisé nos idées dans une sorte ce qu'on appelle la matrice, c'est un classement des caractéristiques de notre projet. Donc, dans le but de les comparer, de les analyser, de prendre du recul sur les avantages et les inconvénients de chaque posture. Sur les 4 projets, 2 répondent strictement à la problématique de la terre crue porteuse en R+3. Et puis, 2 viennent un petit peu challenger ce postulat. Donc, un qui va faire du R+3, mais en terre crue non porteuse. Donc, voilà un autre statut de la terre. Et puis, un qui vient questionner le gabarit de R+3, donc qui est en terre crue porteuse, mais seulement sur du R+1. Donc, voici un extrait de notre matrice avec en haut, donc, on a nommé nos 4 projets en fonction de leur gabarit urbain. Donc, l'îlot, les barres, les plots et la nappe. Et puis, je vais laisser Léo vous présenter, vous laisser entrer dans les différentes propositions. Léo, je vais peut-être te passer la main pour que tu sois plus à l'aise sur le slide. Oui, donc je vais prendre la suite, présenter un peu les projets. Alors, sachant qu'Elsa nous a rejoint sous le nom de Guillaume Mercier. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
Oui, oui, on t'entend. Voilà. Donc, Désolée pour ça. le problème est résolu. Alors, vous voyez mon écran. Excusez-moi, je vais me mettre directement là où on en était. Donc, je vais essayer de vous présenter assez succinctement les 4 projets. Évidemment, je vais pas avoir la liberté de prendre tout le temps que j'aimerais pour vous les présenter, mais comme vous l'avez dit, on vous encourage à aller regarder notre livret pour pouvoir consulter les documents et rentrer un peu plus profondément dans la compréhension de ces projets. Alors, on commence cette présentation par le projet de l'îlot. Ce projet, on le présente en premier parce qu'on le voyait comme une réponse attendue, puisque c'est une réinterprétation de la longère en bauge typique du pays rennais. Ce projet, il s'organise avec des façades porteuses épaisses qui vont donc exhiber la terre aux yeux de la ville. Ce choix nous a paru cohérent avec la typologie de l'îlot, puisque l'îlot force à une implantation en limite de parcelles qui va donner à voir les façades sur l'espace public. Alors, une autre caractéristique de l'îlot, c'est qu'il va créer un jardin enclos qui est, à notre sens, un espace dont le paysage va dialoguer subtilement avec les façades en bauge porteuses. Alors, quand on rentre dans les plans, comme vous pouvez le voir ici, on a donc ce projet qui s'articule autour du dialogue entre une forte épaisseur de son enveloppe et qui va faire 80 cm au plus épais, et une finesse du bâtiment qui va faire 7 mètres intérieur mur au plus épais. La finesse du bâtiment, elle nous a amené à travailler un dispositif de distribution en coursive, comme vous pouvez le voir ici. Et puis cette coursive, on s'est rendu compte que ça pouvait être une opportunité pour gérer l'écoulement de l'eau sur la façade, mais aussi pour générer des économies dans la disposition des circulations verticales et donc se dégager une marge de manœuvre ailleurs dans le projet. Alors ensuite, on va rentrer dans les logements qu'on a dessinés pour ce projet. Donc ici, la perspective intérieure qui donne l'allure de la forme et de comment on a géré les espaces extérieurs en prolongement des logements. Donc, si on regarde ici ce plan qui se focalise sur la typologie, eh bien, on voit comment on a mis en place un jeu de retournement de l'enveloppe, du retournement de cette épaisseur de l'enveloppe avec un dispositif de contrefort ici, qu'on a pensé comme un dispositif qui serait à la fois spatial, structurel et thermique. Alors, spatial, puisqu'on vient habiter cette épaisseur par une loggia, structurel, puisque ce retour va augmenter la stabilité du mur, et puis thermique, puisque ça constitue des sortes de canons qui vont venir capter le rayonnement lumineux pendant les heures froides de l'hiver. Alors ici, quand on regarde le détail, on voit qu'on gère la portée de 7 mètres avec une file de poteaux bois intermédiaire. Alors, cette file de poteaux bois, elle va complètement libérer l'espace et le rendre entièrement réversible. Tout le reste de ce qui va se passer là-dedans, ça sera du cloisonnement. Et puis, la deuxième thématique qui est abordée sur ce détail qu'on voit, c'est qu'on a un peu questionné l'adage bonne botte et bon chapeau. On a une partie du projet avec une large toiture et une partie du projet en toiture terrasse qui revisite les principes d'érosion contrôlée inspirés par les travaux de Martin Rauch. Donc ici, sur cette maquette, donc on a aussi réalisé des maquettes de chacun des projets, c'est quelque chose d'important. Et donc, on peut voir notamment les ouvertures échancrées qu'on a pu dessiner. Alors, pour nous, il y a l'intérêt d'une figure qui souligne l'élancement du mur, mais aussi, c'est un peu arrivé dans le projet, dans l'idée de se dire qu'on allait retourner le principe des arches du projet de Vergely à Lyon, pour obtenir cette forme qu'on juge bien plus logique d'un point de vue structurel. Alors, pour continuer sur les questions structurelles, on s'est donné un petit exercice de prédimensionnement. L'objectif, c'était de vérifier un peu les épaisseurs qu'on dessinait. Et donc, pour ça, il va falloir un peu rentrer dans les ordres de grandeur. Alors,
un béton classique qui résiste à 30 mégapascales. La terre crue, on est plutôt sur une moyenne de 1 mégapascal. Donc, premier constat, on se dit, on a un matériau 30 fois moins résistant, ça va être difficile de réussir à faire du porteur sur les deux projets qui sont en R+3 terre crue porteuse. Alors, on dessine la coupe que vous voyez devant vous, qui fait 50 cm, puis 40, puis 30, avec le dernier niveau qui est en bois, et on obtient le résultat en pied qui est de 0,3 mégapascal. Alors, ça veut dire qu'on est à 1/3 de la résistance de la terre crue et qu'on est à 1/100e de la résistance du béton. Donc, première conclusion, utiliser du béton pour du R+3, ça nous semble complètement aberrant, serait un peu jeter le carbone par la fenêtre. Deuxième conclusion, c'est le diagramme que vous voyez ici à droite, c'est qu'on a plus de la moitié des efforts en bleu foncé qui sont liés au poids propre de la terre crue. Alors ça nous a fait dire que ça nous a dissuadé d'utiliser la terre crue comme mur autoporteur et de se dire autant avoir des charges reprises si on met des murs en œuvre d'une telle épaisseur. Donc, la troisième question, c'est finalement, est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas? Et donc, la réponse, eh bien, c'est ça va dépendre, en fait. On a une valeur qui est décisive, c'est la valeur qu'on considère à la résistance, et cette valeur, elle va être variable en fonction des terres, en fonction des techniques constructives, et ça va être le travail d'ingénieur que de poser des hypothèses cohérentes pour trouver la bonne virgule. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on est dans le bon ordre de grandeur de résistance et que donc nos dessins n'étaient pas complètement aberrants. Maintenant, si on voit qu'on considère une résistance à 0,3 mégapascal, ça passe. 0,2, on aura des difficultés. Alors pour ça, on a poursuivi l'exercice en faisant tout un travail d'itération, savoir en fonction de la résistance qu'on considère, quelles seraient les épaisseurs à considérer. Tout ça, c'est disponible dans notre livret, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Simplement, c'est intéressant de voir qu'il y a un seuil à 0,5 mégapascal où ça devient le flambement qui est dimensionnant et non l'effort normal. Ce qui est intéressant, c'est que le flambement, ça se résout par la forme et la géométrie et que donc l'architecture a un rôle à jouer là-dedans. Donc, on poursuit avec le deuxième projet qui est en R+3 terre crue porteuse, qui est le projet des bars. Donc, ce projet, on l'a voulu en opposition avec le projet de l'îlot, puisqu'ici, la terre crue ne va pas être exposée, mais elle va venir être protégée par son enveloppe. Alors ici, on voit dans l'aménagement du plan qu'on a un système de refend porteur perpendiculaire à la façade. C'est donc une typologie qui est inspirée des canuts lyonnais. Et qu'on a une façade ossature bois qui vient gérer l'étanchéité à l'eau et à l'air de notre édifice. Alors, on voit dans l'organisation du plan que ces refends, ils vont nous inciter à développer des appartements en longueur qui vont être distribués par des noyaux qui vont se placer au centre du bâtiment. Ça a un coût puisqu'on démultiplie les cages d'escalier, mais pour nous, c'est avant tout l'opportunité puisque ça génère des appartements qui sont tous traversants et donc aussi qui va venir dessiner des paliers qui vont être occupés comme des terrasses partagées et venir se substituer à de larges terrasses pour chacun des logements. Donc ici en coupe, on voit l'avantage de cette figure urbaine de la barre et qui est la raison pour laquelle elle est plébiscitée par le modernisme, c'est qu'elle va baigner les logements dans la lumière. Ici, c'est la perspective qui montre ce que je vous racontais, donc l'élargissement du palier qui vient être occupé comme une terrasse partagée et qui offre un espace de qualité à chaque. Et donc, quand on rentre dans le détail des appartements, ici, l'exercice qu'on s'est donné à faire, c'est de voir comment est-ce qu'on pouvait travailler avec cette forme une certaine évolutivité des typologies. Alors, on a en face de chacune des cages de distribution des chambres qui peuvent être tantôt ralliées à un logement, tantôt indépendantisées pour venir suivre une famille tout au long de son évolution. Donc, ce qui était pour nous important à prouver, c'était que ce travail typologique est possible. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en plus d'être possible, ce travail typologique, il est d'autant plus riche et plus intéressant qu'on utilise une variété de matériaux
de situation. Alors ici, quand on regarde le détail, on voit qu'on a travaillé donc ce bâtiment qui a une grande épaisseur. Alors, le corollaire, c'est des salles de bain qui se retrouvent au centre. Et donc, on a cherché à les ventiler naturellement avec un dispositif de cheminée qui va tirer l'air en toiture et des gaines qui vont pouvoir la ramener dans tout le bâtiment. Donc, c'est comment ce dispositif de cheminée vient à s'exprimer sur le bâtiment. C'était une thématique qu'on a également travaillé. Et donc, voilà la maquette qui résume assez bien la question qu'on s'est posée. Est-ce que la terre crue est forcément visible en façade? Nous, ce qu'on a cherché à prouver, c'est qu'on était capable de faire un projet qui est intelligent, intéressant, et qui travaille la thématique de l'enveloppe comme un recouvrement et comme une protection. Alors ensuite, on a le projet des plots. Alors, le projet des plots, donc, il a l'intérêt de challenger un petit peu la question qui nous est posée, puisqu'ici, la terre crue n'est pas utilisée en porteur, mais elle est complémentaire d'une structure en bois. Alors, ici, on voit qu'on arrive tout de même à exprimer la terre crue en façade, puisqu'on a mis en place, on a utilisé pour ce projet un enduit terre chaud qui vient rendre un aspect terre à ces bâtiments. Donc, quand on rentre dans l'organisation du plan, on voit que quand on dessine un plot, il y a un élément qui va être central et structurant, c'est le noyau. Donc, on distribue par un noyau et cet élément, on a cherché à travailler son épaisseur comme un mur habité. L'idée, c'est donc de travailler cette épaisseur en venant l'habiter par un espace et de lui donner des formes courbes pour retrouver une sensualité, un jeu avec la lumière qui nous a particulièrement touchés quand on a découvert le travail d'Anna Heringer, par exemple. Donc, ce noyau qui vient distribuer les logements et comment est-ce qu'on amène la lumière qui va nous permettre de découvrir la terre crue qui est utilisée pour ce dernier et la forme courbe qui nous semblait intéressante de travailler sur ce projet. Alors, donc on voit ici dans le plan que ce noyau est donc le plan d'un plot. Il s'organise comme des espaces en couches d'oignons avec cette première épaisseur de salle d'eau qu'on a utilisée dans ce mur habité dont le simple but est de dire qu'on peut aussi utiliser de la terre crue dans des salles d'eau, mais simplement ça va dépendre des dispositions qu'on prend pour les protéger. Et donc, quand on rentre dans le détail, on voit un peu le système constructif avec l'ossature poteau-poutre en bois lamellé collé, la façade qui est une façade ossature bois qui va être remplie avec de la terre allégée. On utilise également la terre allégée en remplissage dans les planchers en caisson. Et puis, l'autre utilisation de la terre en non-porteur, c'est tout le cloisonnement des apparts qui a été dessiné avec des briques de terre crue, donc pour le cloisonnement et pour le mur du noyau qui est un mur autoporteur. Donc pour nous, la thématique de la brique et de ce noyau et de ce mur qui ne va pas reprendre des charges, c'est de voir comment est-ce qu'on peut le travailler. Donc ici, ça a donné l'expression d'un moucharabier qui va apporter la lumière naturelle dans les salles de bain et amener un jeu sur ce matériau. Et donc, en quatrième lieu, on a le projet de la nappe qui, lui, conserve la thématique de la terre crue porteuse, mais va se limiter à un gabarit de R+1. Alors, ça a l'avantage de générer une figure urbaine qui donne une échelle, qui donne ses qualités et qui lui donne son allure aussi, puisque c'est dans nos inspirations pour ce projet, de retrouver l'espace de la Médina. Donc, quand on regarde
un peu la manière dont s'organise ce projet en plan. On voit des logements qui sont tous traversants, qui ont tous un jardin, et une distribution qui est faite par une rue intérieure qui vient desservir les intérieurs à la parcelle, qui est piétonne et qui dessert les logements. Donc, cette coupe, elle permet de voir un peu le Redville qu'on génère, les qualités que ça implique, et puis le travail d'épannelage qui est en lien avec une stratégie bioclimatique, puisque tous les logements se tournent vers le sud. Alors, quand on rentre dans le cœur de ces appartements, on voit ici un peu plus précisément à nouveau un dispositif qui se veut à la fois spatial, structurel et thermique, qui est cette grille de piliers, qui est un dispositif spatial puisqu'il structure l'espace, puisque ces piliers sont assez imposants, mais en même temps, il le libère puisqu'il génère de larges ouvertures qui va rendre complètement flexible ce plan. Alors, ce dispositif, il est aussi thermique puisque les piliers se répondent, mais sont composés de matériaux différents. Au sud, ils vont être en terre crue pour profiter de l'inertie de la terre, et au nord, en paille pour profiter de l'isolation de la terre. Et enfin, structurel, puisque cette grille, cet ensemble, reprend les charges de la toiture. Donc, une autre thématique qu'on voit tout de suite dans les plans, c'est la taille de ces chambres. Alors, pour nous, c'était le thème de travailler un petit peu, de questionner les typologies conventionnelles et de se dire qu'on allait réduire l'espace individuel pour donner à l'espace collectif, mais cette réduction ne se ferait pas sans perte de qualité. Donc, c'était l'idée de travailler un peu la chambre meuble. Et donc, on arrive un peu sur la thématique du lit clos, du lit dit breton, qui était un peu dans notre imaginaire et dans nos réflexions, pour dire qu'on peut réussir à faire de petits espaces de sommeil, mais qui apportent de la qualité. Et donc, enfin, on voit l'espace que ça génère, le fait de comprimer ces chambres, donne de l'espace au séjour. Alors, ici, sur la coupe des tailles, je ne vais pas vous faire tout le détail, mais on voit qu'il y a une grande variété de matériaux qui est mis en œuvre, et on a cherché à tirer parti de chacun. Et donc, voilà, notamment, je vous ai parlé de la terre crue au sud, de la paille au nord, mais on a aussi des planchers en CLT sur ce projet, qui peut être un bon dialogue entre matériaux industriels et techniques qui se voudraient plus artisanales ici, vu l'échelle du gabarit. Et donc, enfin, avec cette maquette, on voit une dernière de nos intentions qui était d'unifier ces façades avec l'utilisation d'un enduit terre crue qui donc donne uniquement à lire les pleins et les vides de ce projet, et comment la lumière va pouvoir jouer avec cet ensemble. Donc, alors, je vais prendre la main pour la dernière partie. T'as le diapo, Elsa, ou je passe Léo, tu coupes. Faut que je coupe, faut que j'arrête. Okay. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, Elsa. Donc, le dernier objectif de notre étude a été de comparer les 4 projets avec des données chiffrées. En effet, un aspect de notre formation du DPEA architecture post-carbone était d'avoir toujours un ordre de grandeur en tête sur plusieurs indicateurs à différentes échelles pour le projet. Évidemment, nous ne sommes pas ingénieurs et on avait l'habitude de se répéter l'année passée que pi égale 3 et qu'on allait se contenter sur une approche quantitative pour tous ces indicateurs plutôt que qualitative et très précise. Donc, nous avons d'abord regardé l'indice d'artificialisation. D'une manière générale, les 4 scénarios artificialisent moins de sol que le projet de référence avec ou sans parking. Nous avons également regardé les surfaces. En effet, les 4 scénarios ont des surfaces différentes parce que certains projets ne sont uniquement composés de logements, tandis que d'autres intègrent d'autres programmes. Nous avons aussi regardé le coefficient d'occupation des sols, qui est la surface de plancher sur la surface totale de la parcelle. Et cet indicateur permet de parler de densité. D'une manière générale, ces 4 scénarios sont peu denses.
Nous avons aussi regardé l'indice de compacité qui était pour nous une manière de prédimensionner la performance thermique des bâtiments et la quantité de matière utilisée pour l'enveloppe. Après, cet indice de compacité ne nous a pas empêché d'avoir une approche bioclimatique pour la conception des projets pour maximiser le confort à l'intérieur des logements. Nous avons aussi regardé la quantité de matière en divisant terre porteuse, terre non porteuse et autres matériaux. Et on remarque que pour 2 systèmes structurels en terre crue porteuse, on peut passer du simple double en termes de quantité de matière. Et si on regarde le projet en terre crue non porteuse, on se rend compte qu'on peut utiliser tout autant de terre, mais on diminue la quantité d'autres matériaux, du fait que le projet est moins lourd. Après, nous avons regardé l'empreinte carbone des opérations. Donc, nous avons fait des bilans carbone plutôt à titre indicatif et comparatif entre les 4 scénarios. La méthodologie que nous avons utilisée ne nous permet pas d'utiliser les chiffres de ces projets pour les comparer avec des seuils réglementaires existants type RE20 ou +C-. Mais d'une manière générale, on peut dire que ces 4 scénarios sont moins émissifs que des projets conventionnels en structure béton ou en structure mixte. Si on divise cette empreinte carbone par matériaux, on se rend compte que le choix de matériaux a forcément un impact, notamment quand on regarde le projet de la barre avec la terre cuite qui est utilisée pour les lourdis dans les planchers, ou par exemple pour les plots, qui est le projet le plus vitré et qui, du coup, pour l'impact du verre, est plus important. Si on regarde également par éléments, on se rend compte que les choix structurels ont aussi un impact, notamment pour les fondations. Par exemple, pour le projet du plot, le lot fondation est moins important parce que la terre n'est pas porteuse et le système ponctuel en structure permet aussi de diminuer la quantité de fondation. Les systèmes de plancher choisis représentent aussi un gros impact, ou le choix des couvertures. Après cela, nous avons rebattu les cartes et passé l'empreinte carbone par surface utile, et les résultats du coup diffèrent. Et nous avons également pensé cet indicateur par nombre de chambres pour rapporter l'empreinte carbone par nombre d'utilisateurs. À ce moment-là, la nappe, par exemple, est plus intéressante parce que ce projet propose des chambres plus petites, tandis que le projet des plots, qui a des appartements plus spacieux, est moins performant avec cet indicateur. Donc finalement, si on fait la synthèse avec les indicateurs principaux, on se rend compte qu'il n'y a pas un projet meilleur qu'un autre. Et ce diagramme est assez représentatif d'un projet d'architecture qui est source de plusieurs compromis. Après, cela montre aussi les choix à faire ou à privilégier en fonction des concepteurs. Est-ce que le but est d'utiliser le plus de terre du site, ou plutôt de minimiser la quantité de matière utilisée au total, parce que c'est aussi une source de décarbonation et de résilience. Donc voilà, un équilibre est à trouver. Et finalement, si on revient sur ces 4 projets qui sont complètement différents, on peut se rendre compte que la terre crue génère des possibilités infinies en termes de spatialité, d'urbanité, d'ambiance. Et chaque projet a des qualités et des points forts et des points un peu plus faibles. Si on parle d'abord de l'îlot, c'est le projet qui montre la terre crue porteuse en façade depuis la rue. Et le fait que la terre soit porteuse en façade permet aussi un plan libre et donc une adaptabilité fonctionnelle et une résilience programmatique. Pour le projet de la barre, à l'inverse, le système structurel en terre crue est à l'intérieur, mais du coup, ça permet de protéger cette terre. Et le système de refend est un système d'une très grande efficacité structurelle. Pour les plots, on peut se rendre compte que pour le projet non porteur, on peut utiliser la terre de plein de manières différentes et utiliser ses autres qualités tout autant. Et le fait qu'elle ne soit pas porteuse reste aussi une facilité normative à prendre en compte. Enfin, pour le projet de la nappe, qui avait au départ un gabarit peut-être plus contraignant, est aussi déterminant parce qu'il est source d'opportunités de projets à la fois urbaines et architecturales. Et le fait que le projet ne monte qu'en R+1 permet aussi une facilité de la mise en œuvre de la terre. Donc, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de projet préféré. Chacun génère des opportunités
différentes, s'adaptent différemment au contexte et génèrent aussi des modes d'habiter différents. Et voilà. Et pour conclure, on voulait dire aussi qu'on était conscient que pour l'exercice, nous avons opté pour une posture radicale, voire peut-être caricaturale, pour pousser vraiment des indicateurs au maximum, mais on est conscient que la fabrique de la ville ne se fait pas comme ça et qu'elle se fait dans la diversité et dans la beauté des différents espaces, à la fois urbains et architecturaux, que cette fabrique propose. Voilà. Merci pour votre attention. Je pense qu'on peut passer aux questions si vous voulez. Oui. Et comme l'a dit Alex au début de la présentation, notre livret est disponible en ligne sur le site internet de notre école. Merci. Parfait. Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on a bien compris effectivement votre approche, à la fois très qualitative et très quantitative également. Et je pense que on a là finalement des visuels et de la matière un peu inédite pour cheminer dans ce que pourrait être demain le projet Via Terra. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour des échanges qui peuvent donc se faire soit directement à l'oral, soit éventuellement également par le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, vos réactions, vos commentaires, vos coups de cœur. Première question de Jean-Michel Mésange qui nous demande, qui nous dit que Léo nous parlait tout à l'heure de base de mur de 80 cm sur quel projet? Alors, les murs de 80 cm d'épaisseur, ils ont été dessinés sur le projet de l'îlot, où en fait, on a ces façades en bauge, et donc on a considéré une épaisseur de 50 cm de bauge porteuse structurelle, et puis ensuite une surcouche de 30 cm d'une terre allégée. Pour ça, on s'est un peu inspiré c'est une reprise du principe développé par Cobb Bauge, où on allie à la fois une terre qui est structurelle, porteuse, et une terre allégée qui va apporter l'isolation. Voilà, si on met le détail, juste, si tu peux mettre, c'est toi qui as la main, Elsa? Ouais, Voilà, donc sur le détail, ici, on peut voir un peu ces deux épaisseurs. Et donc, en gros, comme je disais, les épaisseurs structurelles, c'est 50 cm, 40, 30 cm. Et puis, systématiquement, on a adjoint les 30 cm de terre allégée qu'on peut voir ici. Donc, en pied, ça fait 80 cm. Johan Bois vous félicite et vous remercie pour cette présentation. Très bonne approche. On nous demande s'il est possible de visiter cette structure assez sombre. Écoutez, rendez-vous, si tout va bien, à partir de 2025 pour visiter donc, cette structure qui n'est pas réalisée. On est bien sûr des projections étudiantes. N'hésitez pas à prendre la parole aussi si vous le souhaitez directement. Swazik? Oui, vous m'entendez là? Oui. Oui, bonjour. Donc, Swazik Nui, je suis l'aménageur du site. Juste, moi, pour que je comprenne bien, finalement, il y a 3 projets sur 4 où il y a du mur porteur, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord, donc ce projet 1, le Plot, vous avez conçu des murs porteurs en terre crue. Jusqu'à quel niveau, du coup, vous avez trouvé le R+3 et c'est avec la différence d'épaisseur au fur et à mesure ce que vous expliquez, c'est de la terre plus lourde en dessous, plus légère, de plus en plus légère, quoi, c'est ça? Alors, en fait, donc systématiquement, le mur est composé d'une partie plus dense qui assure le rôle structurel et d'une partie plus légère qui assure le rôle thermique. Et donc, on retrouve ces deux épaisseurs sur les 3 niveaux en terre crue, sachant que le dernier niveau est en bois, parce que le dernier niveau en terre crue, ça va générer des épaisseurs vraiment trop importantes. Et donc, c'est cette couche de terre plus dense qui est porteuse qui va venir s'affiner sur les 3 niveaux qui sont porteurs. D'accord. Donc, ce dispositif, on le retrouve sur les 2 projets qui sont en R+3 en terre crue porteuse, à savoir l'îlot et la barre. Et donc, sur le projet en R+1 terre crue porteuse, ici, on a des épaisseurs plus fines et qui peuvent être
presque continue, puisque en fait, la résistance de la Terre n'est pas un souci dès lors qu'on est sur un gabarit de R+1. Enfin, ça nous a pas... D'accord. Et du coup, le bâtiment, ce que vous appelez en plot, non, c'est le deuxième là. Lui, la structure porteuse est dedans. C'est ça la différence. Il y en a un qui est en extérieur qui se voit, et l'autre, la structure porteuse en terre crue est dedans. C'est ça, donc c'est l'opposition, la dichotomie entre le projet de l'îlot et le projet des bars. Ok, d'accord. Léo, dans ton amenuisement de mur là, sur le R+3 en terre porteuse, en fait, c'est juste ta partie porteuse en bauge qui diminue et ta partie pseudo-isolante fibrée sur l'intérieur, elle reste la même? Oui, c'est ce qui a été considéré. Ouais. Ouais, ok. C'est ce qu'on peut voir sur ce détail. Voilà. Alexandre Wasilewski a ouvert son micro. Je ne sais pas si c'était pour intervenir. Non, je suis désolé, c'est une erreur. D'accord. Alors, on demande par ailleurs si vous avez confronté vos projets aux réglementations thermiques et acoustiques actuelles. La bouche ne devrait-elle pas être doublée? Point d'interrogation. Alors, en fait, on avait 7 mois pour, dont voilà, c'est 7 mois, dont 3 mois à temps plein et 3 mois à temps partiel avec nos cours pour dessiner 4 projets. Donc, en fait, on s'est focalisé là où on pourrait vraiment apporter des choses intéressantes, et donc sur les dispositifs architecturaux, la manière dont ils génèrent des situations particulières. Donc, on a essayé, comme vous avez pu le voir, d'aborder les questions techniques avec un maximum de réalisme, mais non, on n'a pas poussé l'étude des réglementations thermiques et acoustiques sur ces projets. Je pense que ça pourrait être un bon sujet pour des étudiants en ingénierie. On a essayé de systématiquement se concentrer sur notre domaine de compétences. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Bonjour, Sébastien Hainaut, entreprise Maléjac à Rennes. Merci pour cette présentation. J'ai une petite question concernant les murs en terre porteuse où en fait on mélange un côté plus dense et un côté plus allégé. Est-ce que vous avez réfléchi également à la mise en œuvre? Parce que non seulement il y a la mise en œuvre, après vous rajoutez aussi des enduits. Donc il y a quand même un gros travail sur la surface de ce mur finalement. Oui, c'est évident qu'il y a il y a un travail qui est conséquent. Maintenant, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est comme Alex l'a dit, dans un premier temps, on a fait un état de l'art un petit peu de tout ce qui existait. Parmi ce qui existait, on s'est dit, quitte à faire de la bauge, pour nous, les prototypes de Coop Bauge nous semblaient être quelque chose de vraiment intéressant à mettre en œuvre. De là, on a repris ce dispositif. Alors, on voit qu'ils arrivent à monter leur mur, qu'ils arrivent à faire ce travail-là. Donc, on a un peu, on s'est dit qu'on utiliserait un système similaire, parce que vous voyez dessiner. Maintenant, on n'a pas eu accès à leurs détails, aux précisions de leur fabrication. Et donc, enfin, un petit peu, mais pas tant que ça. Et donc, en fin de compte, on arrive à ces détails-là, mais comme vous voulez comprendre, nous, ce qui nous intéressait ici, c'est de se dire, on a une façade, on fait du logement collectif avec une façade de 80 cm d'épaisseur. Oui. Qu'est-ce que ça implique sur l'organisation spatiale, sa distribution, comment est-ce qu'on génère des espaces extérieurs, comment est-ce qu'on génère une qualité d'habiter. Ça, c'est le cœur de nos réflexions. Maintenant, calculer les temps de fabrication et là, en sortir un réalisme économique, on s'est dit que c'est pas là où on apporterait un maximum de compétences. Donc voilà, on a essayé de cadrer notre sujet de cette matière. Donc on n'a pas spécialement calculé le temps pour mettre en œuvre ces murs, ni les enduits qui peuvent être adjoints. Mais si c'est votre question, enfin, je vous renvoie vers comme Bauge, du coup, on voit comment, avec des pelles notamment, ils arrivent à remplir des branchages
assez rapidement et à constituer par lit les 2 épaisseurs qui répondent au rôle porteur et thermique. Je vous renvoie vers Il y a un système de croisement dans la banche, en fait. Tu as 2 parties dans la banche. En fait, ils ont fabriqué une espèce de pièce en bois qui permet de scinder la banche en 2, et il y a un système de basculement de cette pièce en bois dans la bauge qui permet de coller les 2 parties, la partie embauge extérieure et la partie fibrée sur l'intérieur, avec un système de croisement des matières qui sont assurés par l'espèce de moule de pièces de bois qu'ils mettent dans le coffrage. Voilà, donc il y a une manipulation supplémentaire de cette pièce de bois dans le coffrage à opérer, qui forcément va induire une temporalité supérieure dans la mise en œuvre, mais c'est une méthode, c'est une pratique, parce que tu as aussi peut-être la possibilité pour retrouver ces vertus isolantes de la jonction de la terre plus fibrée sur la face intérieure, et aussi la possibilité de coller un chaud-chanvre, un terre-chanvre ou un truc du genre sur le mur. Il y en a un qui fait du bruit, là. Il y en a un qui est en train de faire du bricolage. Ah, merci. On pourrait aussi coller un enduit sur une bauge en R+3 de l'intérieur, sur quelques centimètres, pour jouer l'effet de régulation de la masse inertielle ou de la terre, adoucir le confort par l'adjonction de cet enduit terre-chanvre sur l'intérieur, qui peut-être pourrait être une autre façon de monter ce complexe mi-terre bauge, mi-terre adjuvantée ou ajouté de fibres. Je ne sais pas si je suis très clair, là, mais la façon de réguler un mur en bauge dans sa phase hivernale, c'est aussi de rajouter un isolant fibré à caractère, un mélange fibré à caractère isolant sur l'intérieur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vous voyez ce que je voulais dire? Ou pas? Oui, oui. On voit qu'il y a plusieurs possibilités. Et c'est voilà, ce qui nous conforte dans l'idée que dessiner un dispositif de cette manière n'est pas complètement aberrante. Et voilà, on a confiance envers les équipes pour, dans la suite et le développement de ces projets, de transformer ces épaisseurs en détails qui vont prendre leur réalité dans la construction d'un bâtiment. Et on a bien vu en creusant le sujet qu'il y avait énormément de manières de réussir à se débrouiller. Et que donc on trouvait plus intéressant de faire 4 projets d'architecture complets plutôt que de faire 15 prototypes d'enveloppes différentes. C'est le cadrage qu'on a fait sur ce travail. Voilà. Alors, Johan Bois informe que le CTA organisera au printemps une visite justement du projet Cobauge en Normandie. Et par ailleurs, donc je viens de mettre sur le chat le lien vers l'étude complète, qui est assez conséquente puisqu'elle fait 180 pages. Donc, si vous voulez encore aller plus loin sur l'îlot, la barre, le plot ou la nappe et les différentes comparaisons entre ces 4 perspectives. Donc, vous avez le lien et puis on le mettra en ligne également sur le site internet de l'IAER.